Merci. Je dois tout d'abord excuser l'absence de Marielle Lafont qui devait faire cet exercice avec moi. Elle est souffrante et donc elle m'a demandé de présenter la partie qu'elle pensait vous présenter ce matin. En fait, il n'y a pas une, mais deux recommandations qui vont se succéder. L'une sur la question du désamorçage et l'autre sur isolement, contention à proprement parler. La plus importante étant, bien évidemment, la première sur ces techniques de désamorçage. Alors, on constate là, dans les soins que nous dispensons au quotidien, une évolution paradoxale. D'une part, des réponses psychiatriques qui se sont diversifiées, qui se sont ouvertes sur l'extérieur avec le développement extra-hospitalier, et d'autre part, des services qui ont tendance à se refermer avec des soins sans consentement qui augmentent et des recours à des mesures d'isolement et de contention qui sont subjectivement en augmentation constante, subjectivement parce qu'il y a encore peu de travaux qui permettent de l'authentifier, mais nous allons y revenir. Vous voyez l'évolution des soins sans consentement entre 2012 et 2015, ils ont augmenté d'environ 16%, ce qui est beaucoup, avec notamment cette augmentation des soins sans consentement en péril imminent, puisque ces soins, donc sans tiers désignés, ont plus que doublé, ce qui pose question quand on sait que ce devait être une mesure d'exception. Contexte donc d'isolement et de contention en hausse, contexte d'encadrement par la loi, et de ce point de vue, nous ne sommes pas parmi les premiers pays au monde à avoir encadré ces mesures. Nous n'avons pas trop le temps, peut-être dans la discussion, nous pourrons y revenir. Cette notion, tout de même, que dans un certain nombre de pays où la loi encadrait déjà ces mesures, des politiques très résolues visant à limiter ces pratiques ont été efficaces, ces politiques s'appuyant sur des cycles de formation et par exemple dans un pays comme l'Australie, les mesures d'isolement et de contention ont diminué en quelques années de plus de 90% par des formations longues qui s'échelonnaient sur plus de 4 ans. Donc voilà une piste qui va peut-être nous inciter à réfléchir dans nos projets de formation à moyen et long terme. Les bases juridiques, bon, on ne va pas s'y attarder, c'est la référence aux soins sans consentement qui rappelle quand même que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental, avec cette référence à la dignité de la personne qui doit être respectée et sa réinsertion recherchée. La loi de modernisation du système de santé, Éric Péchillon l'a abordée, donc elle donne la définition de l'isolement et de la contention, elle introduit le registre, mais elle introduit aussi cette obligation pour l'établissement de rendre compte de ces pratiques à travers un rapport annuel et d'engager une politique visant à limiter le recours à l'isolement et à la contention. Donc ça, c'est un élément nouveau extrêmement important. Le contexte, c'est celui de la violence dans les services de psychiatrie, avec en l'occurrence une minorité de patients qui se trouvent à l'origine de la plus grande part des incidents parmi les plus graves, et deux situations plus à risque que sont l'hospitalisation de longue durée et la période d'admission. Simplement rappeler cette étude qui remonte à plus d'une vingtaine d'années, mais qui me semble assez intéressante. À l'époque déjà, on décrivait des services dits non violents où le chef de service était très présent, les médecins globalement étaient très présents, les activités étaient structurées, des temps d'échange avec les patients étaient systématisés, des procédures étaient bien définies, le développement professionnel, donc la formation était encouragée, les projets de soins pour les patients étaient clairs, avec des staffs systématiques en cas d'incident. Et des services dits entre guillemets violents, où les médecins étaient décrits comme peu présents, avec des manifestations d'autoritarisme, les activités peu structurées, peu programmées, les procédures mal définies, le dossier patient au minimum, avec cette dimension d'usage punitif de l'isolement,
Voilà, je passe, c'est intéressant, c'est un peu caricatural, mais ça doit nous inciter à réfléchir à nos pratiques, notamment dans nos organisations institutionnelles. Tout ça pour en arriver au premier travail de la HAS sur la prévention des moments de violence dans l'évolution clinique des patients dans les services de psychiatrie adulte. Alors, la méthodologie a été classique, on va passer rapidement. Groupe de travail avec plus d'une trentaine d'experts, des représentants des familles, des représentants des usagers, des professionnels, et ce groupe a travaillé sous la présidence de Jean-Louis Senon, qui est quelqu'un, je pense, que beaucoup d'entre vous connaissent et dont les travaux, en l'occurrence, font autorité sur ces questions. Le champ du travail, donc, c'était l'hospitalisation psychiatrique des patients adultes. Le champ qui était visé était celui des hétérogressions et dans les services de psychiatrie générale, avec une continuité par rapport aux travaux précédents sur l'audition publique concernant la dangerosité psychiatrique. La finalité de ce groupe de travail et des outils qui sont sortis de ces travaux, c'était de renforcer la compétence des équipes et, au bout du bout, de prévenir et de prendre en charge les situations de violence en hospitalisation psychiatrique, si possible sans en arriver au stade de l'isolement et de la contention. Ces travaux ont abouti à la mise à disposition d'un guide support avec des démarches d'amélioration de la qualité élaborées par les équipes, doté d'objectifs explicites dans un cadre pluriprofessionnel, avec l'idée d'une formation de longue durée sur plusieurs années, avec une utilisation des outils adaptés à chaque réalité, à chaque équipe, à chaque institution à un moment donné. Formation qui pouvait être valorisée dans le cadre du DPC. Alors, important aussi de rappeler ce que disait l'audition publique de 2011 sur la dangerosité psychiatrique. On a parfois tendance à parler de malades dangereux. Je pense que c'est une mauvaise habitude. Je pense qu'il n'existe pas de patients dangereux. Il existe des moments dangereux dans l'évolution de certaines personnes. Et tous ici, nous pouvons être à un moment donné d'ailleurs dangereux, malades ou pas. Donc la vraie question, c'est peut-être de se poser, de réfléchir à ce qui, à un moment donné, peut conduire un individu à ne plus pouvoir se contrôler. Et donc, ça doit inciter à réfléchir dans nos organisations soignantes sur les mesures de prévention et de gestion autant que possible à partir d'une organisation des conditions d'accueil des patients, sur la place qui est donnée au patient et à son entourage dans la mise en œuvre de son projet de soins, sur la gestion des temps dans nos fonctionnements d'équipe et sur les compétences spécifiques dans la prévention et la gestion de ces situations avec cette nécessaire connaissance approfondie de la clinique psychiatrique de façon à décoder un certain nombre de symptômes avant-coureurs avant d'en arriver à des situations de dépassement. Les principes initiaux étaient de travailler sur la prévention comme axe essentiel en responsabilisant le patient usager. Le groupe s'est réuni pendant plusieurs mois avec un fil rouge partagé et différents outils que vous trouvez dans cette diapositive. Différents outils pour travailler sur la prévention initiale avec l'intérêt d'un projet thérapeutique clair et individualisé, évolutif. Une prévention secondaire pour éviter l'escalade vers la violence, désamorcer les situations de crise. Et alors là, un point très important, j'avais l'habitude dans le service dont je m'occupais de dire aux équipes essayons de toujours trouver un petit moment, même lorsque nous sommes bousculés, pour apporter un début de réponse. Essayons de trouver un peu de temps pour en gagner beaucoup au bout du bout, parce que lorsqu'on est interpellé et qu'on ne voit pas cette interpellation et qu'on n'y répond pas, le risque est grand que ça monte et qu'on en arrive à une situation de crise où on va passer beaucoup plus de temps finalement pour contenir une situation avec les conséquences que l'on connaît. Et puis une prévention tertiaire qui concerne une démarche post-incident pour
reprendre avec le patient ce qui a pu ne pas être perçu et en définir, si besoin a été, des conduites pour éviter que les mêmes causes ne reproduisent les mêmes effets. Cette diapo qui résume un peu le tout avec l'importance des références éthiques de bientraitance, l'importance d'une formation à la clinique, l'importance d'une prise en compte de la famille et des personnes qui peuvent aider à comprendre et à décoder certaines situations, et puis l'importance de la définition de ce projet de soins individualisés qui évolue par étapes et qui évolue avec le patient pour le patient. Sur la prévention initiale au stade de l'accueil, l'importance de savoir si c'est une admission préparée, si le patient est connu. Lorsque un CMP nous adresse un patient, c'est toujours mieux quand il peut y avoir un coup de téléphone auparavant. S'il peut être accompagné, c'est encore mieux. Si on a accès à son dossier, c'est encore mieux. Une évaluation pluriprofessionnelle à l'admission et bien évidemment une évaluation qui est régulièrement révisée pour que le projet de soins soit adapté au fur et à mesure de l'évolution du patient. La place du patient qui doit être interpellé en permanence dans la définition de son projet de soins, la place de la famille, et puis l'importance aussi que le projet thérapeutique soit clair pour le patient, mais aussi pour l'équipe, afin qu'elle puisse régulièrement s'en entretenir avec le patient, lui expliquer, l'accompagner, le faire évoluer, être le lien aussi entre le patient et les médecins qui ne sont pas toujours dans l'unité de soins, quant aux demandes ou aux propos du patient. La question de l'évaluation du risque de la violence à l'admission est très importante sur le plan clinique, avec des éléments à avoir à l'esprit, les antécédents du patient et les antécédents éventuellement de passage à l'acte connus, d'où l'intérêt d'un dossier patient à jour et clair à utiliser, la question des comorbidités, la question de la clinique. On parle souvent des passage à l'acte potentiel chez les patients délirants. N'oublions pas que les patients dépressifs peuvent être potentiellement aussi dangereux que les patients délirants. La composante psychopathique associée éventuelle. Et puis la prise en compte de facteurs généraux et de facteurs associés. Je vous renvoie pour cela à l'audition publique de 2011. La prévention secondaire qui permet d'éviter l'escalade avec le repérage de ces petits signes cliniques précurseurs, l'importance du désamorçage des situations à risque, de pouvoir proposer et utiliser à bon escient les psychotropes et au bout du bout, si on n'est pas parvenu à limiter cette évolution, intervenir pour contenir et isoler si nécessaire. La prévention tertiaire et la démarche post-incident, c'est la prise en charge des personnes agresseurs, victimes et témoins, le lien avec les acteurs externes lorsque cela est nécessaire, et puis l'importance d'une restauration des liens thérapeutiques avec le patient, mais également l'importance d'une analyse institutionnelle avec l'équipe et parfois au-delà le service, voire l'établissement en fonction de la nature du problème. Tout ceci a donné lieu à 15 programmes d'amélioration des pratiques. Je vous renvoie au guide de la HAS parce que le temps est particulièrement compté. Ces 15 programmes s'appuient sur 14 outils d'amélioration des pratiques qui concernent donc le projet thérapeutique, les stratégies de désamorçage, l'appel à renfort. Donc ce sont des outils très très pratico-pratiques. Si vous les connaissez, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler dans la discussion. Je passe rapidement pour en arriver donc à l'isolement et la contention dans les services de psychiatrie générale. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit, dans les services de psychiatrie générale, de préciser la conduite à tenir. Sont exclus de cette recommandation les services d'urgence, un certain nombre de services médico-sociaux, tous les services médico-sociaux, mais également les cliniques psychiatriques qui parfois admettent des personnes en hospitalisation libre et avec
parfois des recours à l'isolement ou à la contention. Donc cette recommandation n'est que partielle et nous avons en conclusion de la recommandation souligné qu'il nous semblait important qu'un travail complémentaire puisse être mené pour ces situations aux urgences et dans les établissements ou cliniques recevant des patients en service libre. La définition générale, Éric Péchillon l'a rappelé tout à l'heure, c'est donc la prévention d'un dommage immédiat. C'est une décision et non une prescription. La loi est claire et je vous épargne les discours entre décision et prescription. Là encore, si nous avons un petit peu de temps dans les échanges avec la salle, nous y reviendrons. L'importance d'une surveillance stricte et les précisions dans la circulaire qu'Éric Péchillon aussi a rappelé. La circulaire rappelle et la recommandation rappelle également que pour les patients qui viennent de structures pénitentiaires, ce qui doit primer, c'est le caractère sanitaire de la prise en charge, et ça c'est parfois très compliqué, tant la pression de l'administration pénitentiaire, de l'administration tout court, peut être forte pour multiplier les mesures de sécurité. On va vous demander d'accélérer. Les points traités par la recommandation sur isolement, contention, nous nous sommes penchés sur la définition, on ne va pas y revenir, sur les indications, sur les patients concernés. Alors, les patients concernés sont effectivement les patients en soins sans consentement, avec une exception, les patients en service libre en situation d'urgence. Alors il y avait, si vous vous en souvenez, une circulaire qui était la circulaire Veil de 1993 qui déjà permettait d'isoler ou de contenir un patient pendant quelques heures. Et donc la vraie question, c'était que ces quelques heures donnaient lieu à l'interprétation d'un service à l'autre, d'un établissement à l'autre, et que ça pouvait aller parfois le week-end jusqu'à 24, voire 48 heures. Donc nous avons pensé qu'il était important de limiter ces quelques heures à 12 heures, de façon à ce qu'il y ait une base claire. Pourquoi 12 heures ? Parce que dans la recommandation, vous verrez que la première décision s'applique pendant 12 heures et si le patient est toujours en isolement ou sous contention, elle doit être renouvelée au bout de 12 heures. Monsieur Alizra, il vous reste 2 minutes. 2 minutes ? Oui, parce qu'on a déjà passé le temps. Merci. Très bien. La mise en œuvre, bien évidemment, l'idéal, c'est que ce soit le psychiatre qui assure la prise en charge du patient qui soit à l'origine de la décision. Ce n'est pas toujours le cas, c'est même malheureusement rarement le cas. Donc c'est souvent soit un psychiatre qui est sur place, soit un médecin non psychiatre, soit un interne. Lorsque c'est le cas, soit l'équipe soignante qui, dans une situation particulière, anticipe une décision. Dans ces circonstances, la mesure doit être confirmée dans l'heure qui suit par un psychiatre. Alors, il n'est pas obligé de se déplacer, ça peut se faire par échange téléphonique en fonction des informations qui lui sont transmises. Si ces informations ne sont pas suffisantes, il est de sa responsabilité à ce moment-là de venir se rendre compte par lui-même. C'est une décision, ça n'est pas une prescription, mais c'est une décision qui s'assortit d'un certain nombre de prescriptions, notamment de mesures de surveillance, de mesures pratiques quant aux conditions d'alimentation, d'hygiène, et lorsqu'il s'agit d'une contention, une réflexion particulière sur la prévention thromboembolique, puisque c'est un des risques majeurs de la contention. Savoir qu'il existe un certain nombre de maladies qui prédisposent aux thromboembolies, savoir aussi qu'il y a un certain nombre de médicaments qui prédisposent à ces complications, et parmi ces médicaments, des psychotropes, notamment des antidépresseurs et certains antipsychotiques. Donc vous voyez à quel point c'est compliqué et à quel point donc ces mesures doivent être assorties aussi d'un examen médical. L'information du patient est extrêmement importante. La levée de la mesure peut intervenir le plus rapidement possible, et donc ça n'est pas parce que la décision
est parti sur 12 heures. Si l'état de la personne s'améliore, il est de la responsabilité des équipes de prévenir le médecin psychiatre de façon à ce que la mesure soit levée. La mesure est levée, le travail ne s'en arrête pas pour autant. Il est important d'avoir ce temps de reprise avec le patient, un temps de reprise avec l'équipe et de définir au bout du recueil, au terme de l'année de toutes les mesures, de définir une politique d'établissement pour essayer de limiter le recours à ces pratiques. Je vous remercie.